Nous entendrons la communication de Mesdames Saintonge et Savoya qui s'intitule « Les exposés oraux dans la formation initiale à l'UQAM, proposition d'une grille pour analyser des prestations orales ». Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran si tout fonctionne bien. Et du coup, j'ai perdu ma page. Voilà. Alors, je me présente. Je suis Fanny Saintonge, maintenant enseignante de mathématiques en secondaire 1 pour l'instant au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Et je suis aujourd'hui avec Mireille Savoya, que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle a dû fermer sa caméra, professeure à l'UQAM et ma directrice de recherche du mémoire que j'ai complété en septembre dernier. Donc, dans cette recherche, on s'est intéressé à la formation initiale des futurs enseignants du secondaire en mathématiques, formation que j'ai d'ailleurs moi-même suivie à l'UQAM, où il y a un dispositif qui est mis en place, les exposés oraux. Et donc, c'est là-dessus c'est sur ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Je propose aujourd'hui donc d'expliquer les regards qu'on a identifiés comme étant au cœur de ce dispositif-là. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer une infime partie de l'analyse d'une prestation d'un étudiant à partir de ces 5 regards. Donc, pour y arriver, je vais prendre le temps de décrire le dispositif, les 5 regards qui nous ont servi de cadre d'analyse, et après avoir expliqué un peu le contexte autour de la présentation d'un étudiant, donc la méthodologie, on pourra s'attarder à l'analyse d'un extrait de la prestation de cet étudiant-là. Et finalement, on pourra conclure en discutant du potentiel de ces 5 regards pour la formation initiale, mais aussi pour la formation continue. Donc, il y a des chercheurs qui ont souligné l'importance de cette compétence-là, communiquer à l'oral clairement et correctement dans la langue d'enseignement. Il y a aussi d'autres chercheurs qui ont pourtant identifié des difficultés chez les futurs enseignants pour s'exprimer à l'oral en mathématiques. Donc, il y a un dispositif à l'UQAM qui est présent depuis les années 90 pour travailler cette compétence-là orale avec les futurs enseignants en mathématiques. Par rapport à ce dispositif, il y avait déjà une recherche de Savoya et Janvier qui s'était intéressée à l'apport déclaré par les futurs enseignants, donc ce qu'ils disent avoir appris. Pour mon travail de recherche, on s'est de nouveau intéressé à cet apport déclaré, mais on est aussi allé plus loin en nous intéressant à l'apport effectif des exposés. Donc, l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de présenter les 5 regards qu'on a identifiés comme étant au cœur des exposés oraux et d'illustrer la manière dont ils s'entremêlent pour viser l'habileté chez les futurs enseignants à préparer et aussi à observer une prestation orale. Et là, du coup, voilà. Pour tenter de vous expliquer en quoi consistent les exposés oraux, ce qui n'est pas une mince tâche, je vais essayer de vous décrire de la façon la plus brève mais efficace possible. Les étudiants, ils ont à préparer des exposés oraux dans lesquels ils vont intervenir face à l'erreur d'un élève ou encore résoudre des problèmes ou construire des formules, par exemple. Tout ça, ça se passe sans qu'il y ait jamais d'interaction avec des élèves ou avec des étudiants. Donc, il y a des étudiants qui sont présents, mais on n'interagit pas avec eux. Donc, ceux qui font l'oral face à une caméra, on enlève tout ce qui inclut la gestion du groupe pour qu'alors ils puissent se concentrer sur les explications orales de la notion. Les exposés oraux font partie de 4 cours de didactique dans la formation des étudiants. Donc, d'abord dans le tout premier cours de didactique à leur 2e session, ensuite la session suivante dans 2 autres cours de didactique avant le stage, et finalement la session d'après dans un 4e cours après le stage. Donc. Dans le premier cours de didactique, c'est assez particulier. On tente de familiariser les étudiants avec le concept des exposés oraux. Donc, c'est pour ça qu'il y a une séance de cours de 2 heures par semaine qui est animée par un auxiliaire d'enseignement qui, lui, est un étudiant qui a déjà vécu le cours de didactique. Donc, il peut diriger les étudiants dans tout ça. Il faut savoir qu'on travaille normalement un seul exposé dans une séance de 2 heures et donc, voici comment elle se déroule. L'auxiliaire commence par annoncer le sujet qui va être étudié. Il anime ensuite une première discussion qui a pour but de faire ressortir l'intuition des étudiants. Donc, il leur demande « Toi, comment t'enseignerais ça, ce concept-là? » Les étudiants donnent leur avis et ils voient aussi ce que les autres en pensent. Et c'est seulement ensuite où ils regardent une vidéo exemple. C'est en fait un formateur ou un ancien étudiant du cours qui a été filmé en train de faire la présentation sur ce même sujet-là. Donc, la vidéo sert à donner un exemple d'une approche du sujet.
Ensuite, il y a une deuxième discussion qui a pour but d'amener cette fois-ci les étudiants à comparer ce qu'ils ont vu dans la vidéo avec ce qu'ils avaient dit avant. C'est là où ils soulèvent les éléments pertinents de la vidéo. C'est là aussi où l'auxiliaire met en place l'importance de l'analyse du concept mathématique, de l'identification des principes didactiques en jeu et de la description des choix conscients qui sont faits. On va voir avec un exemple tantôt, ça devrait être plus simple. Donc, c'est après avoir bien compris tous ces éléments-là que les étudiants peuvent essayer d'aller à l'avant pour se pratiquer et faire un exposé oral qui respecte ces choix. Et finalement, une dernière discussion de groupe qui permet à l'étudiant à l'avant de recevoir les commentaires de ses collègues. Donc, on demande aux autres étudiants de partager leurs observations concernant la présentation. Dans toutes ces discussions-là qu'on peut avoir dans une séance, on voit que le regard des étudiants change par rapport au sujet. Mais on voit aussi qu'au fil du temps dans la session, les questions des étudiants, autant que leurs commentaires par rapport à la prestation d'un autre étudiant, ils évoluent et ils s'affinent. Donc, on peut comprendre que dans ce premier cours de didactique-là, il y a un encadrement qui est assez serré pour les étudiants. Dans les 3 autres cours, par contre, on vise une progression dans l'autonomie. Donc, il n'y a plus de vidéo exemple sur laquelle s'appuyer. L'étudiant doit maintenant lui-même construire son propre exposé à partir des discussions qui sont faites en classe uniquement. Et c'est le même type de discussion que j'ai décrit tantôt, on les retrouve aussi dans ces 3 autres cours. Si je prends un exemple, l'addition de fractions. On dit que des élèves de secondaire 1 ont écrit 4/7 plus 5/9 est égal à 9/16. Donc, ils ont additionné les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On demande dans cet exposé-là d'amener les élèves à voir qu'ils ont tort. Par exemple, on demande aux étudiants de faire visualiser au tableau en traçant 2 tout circulaires. Vous voyez dans l'image une représentation visuelle qui montre en fait l'inégalité entre les 2 membres de cette supposée égalité-là. Le membre de gauche donne plus qu'un tout, alors que le membre de droite ne représente qu'à peine la moitié d'un tout. Et c'est ça que je pourrais peut-être vous présenter s'il reste du temps à la fin. J'ai un extrait de vidéo où c'est moi qui enseigne, mais qui ne peut pas être enregistré. Donc, l'analyse du concept montre qu'il y a un travail qui est fait sur une erreur courante. Donc, le but, c'est de travailler sur cette erreur-là. Il y a aussi tout un vocabulaire à s'approprier autour des fractions. Donc, on demande aux étudiants d'être capables d'utiliser les mots numérateurs, dénominateurs, le tout comme un entier, la barre de fraction, par exemple. Et finalement, comme autre exemple d'élément de l'analyse, on demande aux étudiants d'insister sur la verbalisation de la fraction unitaire. En fait, on leur demande d'expliquer, d'insister sur le fait que 4/7, c'est 4 morceaux de 1/7. C'est 1/7 d'un tout qu'on prend 4 fois. Et dans les discussions dans la séance, on explicite les choix qui ont été faits d'utiliser la verbalisation et la représentation visuelle pour provoquer un conflit cognitif. Ça, c'est dans cette intervention-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc, on veut que l'élève finisse par se rendre compte lui-même que sa technique pour additionner les fractions, elle ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un exemple d'un exposé, c'est ce qu'on demande aux étudiants de faire. Donc, pour notre analyse, on s'est basé sur 5 regards distincts qui ont chacun été déclinés par plusieurs composantes. D'abord, pour l'aisance à communiquer, on s'intéresse par exemple à l'intonation, le non-verbal et le rythme du discours. En observant une prestation selon le regard sur les explications orales, on s'intéresse à la possibilité d'établir des liens entre les concepts dans les explications et au type de langage utilisé, par exemple. Le regard sur l'utilisation du tableau nous permet de nous intéresser autant à ce qui est écrit qu'au moment où quelque chose est écrit ou effacé, ou encore à l'utilisation des couleurs si elle a un but. Donc, par exemple, dans la présentation, ici, autant que dans mon mémoire, les 5 couleurs qu'on voit là sont utilisées pour faire référence à chacun des 5 regards. Donc, l'utilisation de la couleur a un but, c'est de créer un lien entre le regard et ce qu'on en dit. Donc, ce qui est observé dans la gestuelle, c'est tous les gestes de main. Comme je fais un peu depuis tantôt, il y a les battements qui marquent le rythme dans le discours. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est les gestes déictiques. Ce sont tous les pointages. Donc, un geste déictique concret, c'est de pointer en même temps que de nommer l'objet. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, je peux dire « cette plante ». Mais je pourrais aussi dire « ça ».
Donc, il y a aussi des gestes déictiques qui sont abstraits. C'est quand on pointe, mais en utilisant des mots comme ça ou là-bas. Donc, ça, c'est un geste déictique abstrait. Finalement, on observe une prestation selon le regard sur les représentations. Il y a les différentes représentations. Donc, ce que nous, on a de particulier, c'est que on considère que tout ce qui est dit à l'oral, ça fait partie d'une représentation verbale. Donc, les représentations verbales sont omniprésentes dans notre analyse. Et ensuite, on s'intéresse aux transformations qui se font à l'intérieur d'une même représentation. Donc, à l'intérieur d'une même représentation, c'est les traitements, mais on s'intéresse aussi aux transformations entre les représentations, qui sont donc les conversions. Pour notre analyse, donc pour mettre en pratique notre cadre d'analyse, à partir de ces 5 regards-là, on a travaillé sur l'exposé d'un étudiant qu'on a appelé Sam. Donc, à ce moment-là, Sam, il commençait tout juste sa 2e année, et donc c'est juste après qu'il ait terminé le premier cours de didactique. En fait, c'est la première fois qu'on demandait aux étudiants de construire leur propre exposé. Le sujet, c'était la situation du flocon de Von Pau. C'est une situation de généralisation où on s'intéresse à une fractale. Donc, pour construire cette fractale-là, je vous explique rapidement. On démarre avec un triangle équilatéral et on fait toujours la même transformation à partir de chacun des côtés de la nouvelle figure. Cette transformation-là, c'est qu'on prend le côté, on le sépare en 3 et sur la partie du milieu, on construit un nouveau triangle équilatéral, comme ici. Et finalement, on efface tout simplement la ligne qui se trouve à l'intérieur parce qu'en fait, on s'intéresse au périmètre de chacune des figures. Donc, voici ici la formule à laquelle Sam est arrivé pour déterminer le périmètre de n'importe quelle figure de cette suite selon la mesure d'un côté du triangle de départ. Voici la transcription codée d'un extrait de la prestation de Sam. Mais aussi, d'abord, voici le tout premier extrait. Alors, la première phrase de son exposé oral. Il dit, j'essaie de garder le rythme en le lisant. Avec mes codages, ça me permet de m'en rappeler. Donc, il dit, donc, lorsqu'on veut, avec notre flocon, ce qui nous intéresse, c'est le périmètre par rapport, c'est de savoir le périmètre selon le nombre de fois qu'on a itéré le fractal. Donc ça, c'était sa première phrase dans son exposé et ça continue comme suit. Quand on fait le fractal, c'est qu'on prend chacun de nos côtés et au tiers, on va séparer et faire un nouveau triangle équilatéral. Alors, on voit tous les points de couleur, c'est chaque fois des observations qui sont reliées à un regard en particulier. Donc, on commence avec un point en jaune, qui est donc l'aisance à communiquer. Et alors, quand on fait le fractal, on a identifié, en fait, une erreur grammaticale parce que le mot fractal est supposé être féminin. Ensuite, on voit un geste, et là, on a des captures d'écran qui nous ont permis de faire référence à chacun de ces gestes-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chacun de nos côtés. Et entre les deux, il place sa main sur le côté de la figure pour désigner nos côtés. Donc, c'est un geste déictique concret. Il pointe en même temps que de nommer. Ensuite, en disant chacun de nos côtés, il y a sa main qui va pointer 2 des 3 côtés de la figure. Donc, on voit d'abord le premier côté et ensuite le deuxième. Mais ce geste-là, on l'a qualifié de mou. Parce qu'en fait, on a l'impression que sa main fait juste traverser la figure. Il ne s'arrête pas à chacun des côtés. Donc, normalement, ce serait un geste déictique concret, mais comme ce n'est pas assez clair, on est un peu entre deux. Mais normalement, il pointe chacun des côtés en disant chacun des côtés. Par contre, il en pointe juste 2 et non le 3e. Le prochain bout de phrase, en fait, il se reprend en disant ça. Donc, il dit chacun de nos côtés et au tiers, on va séparer. Donc, il repart, ce qui veut dire que ce bout de phrase-là, en fait, il n'y a pas de verbe. Ce n'est pas une phrase. On voit le mot tiers qui est souligné. C'est un codage qu'on a utilisé dans la transcription pour identifier un accent qui a été mis sur ce mot-là ou sur des mots. Donc, il dit, et au tiers, on va séparer. Et là, en même temps, moi, je fais un geste de ma main parce que je sais qu'ensuite, on a vu que, donc lui, il est toujours de la main gauche, mais on a vu qu'il tape sur le tableau au même moment que de dire le mot tiers. Donc, il y a un geste déictique concret qui est super bien assumé
On entend même le moment où il tape. Et donc, en disant tiers, il pointe le tiers de ce côté-là. Donc, c'est un geste d'éthique concret. Finalement, quand il termine sa phrase, j'ai un codage qui me permet d'identifier qu'il y a une chute dans la phrase, une chute au niveau de l'intonation, en fait. Donc, quand il dit « un nouveau triangle équilatéral », il termine la phrase. Alors que parfois, ces phrases, ils vont avoir une intonation qui est montante à la fin. Donc, ça aurait donné « on va séparer et faire un nouveau triangle équilatéral ». On a l'impression que la phrase n'est pas encore terminée. Mais dans ce cas-ci, il termine sa phrase. Et au moment de terminer cette phrase, il pointe les 3 sommets du triangle équilatéral sur le côté de la figure. Donc, ses doigts, en fait, parce que ce n'est pas un doigt, mais c'est sa main qui va aller pointer chacun des sommets. Mais en faisant ça, il suit les côtés du triangle, en même temps que de dire le triangle équilatéral. Donc, c'est un geste d'éthique concret. Dans l'ensemble de l'extrait, on a aussi relevé des observations plus générales. Donc, par exemple, par rapport à l'utilisation du tableau, on a une composante qui est la position face au tableau. Dans cet extrait-là, Sam, il est aux 3/4 face à la classe. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous me voyez, mais donc, il se positionne comme ça avec les épaules un peu tournées, mais majoritairement vers la classe. Et ça lui permet de pointer au tableau en même temps que de regarder la classe ou le tableau, et donc sans jamais avoir à faire le mouvement de se retourner. Fait qu'il y a toujours cette position-là pendant tout l'extrait. Il pointe, puis il continue à regarder le tableau ou la classe. Pour l'aisance à communiquer, bien, on le voit, tous les codages en jaune, c'est des coupures, en fait, dans son rythme, dans son discours. Mais malgré un rythme saccadé, il a quand même l'air confiant, probablement que, justement, sa position avec les épaules bien ouvertes, aux 3/4 face à la classe, ça aide à donner une impression de confiance. Donc, on est un peu dans le non-verbal, en fait. Pour ce qui est des explications orales, cet extrait-là, donc dans cet extrait-là, Sam, il décrit la façon dont le flocon est construit. Donc, un peu comme moi, je vous ai expliqué avant, on prend le tiers, on construit un triangle équilatéral, etc. Dans tout cet extrait-là, il utilise le bon vocabulaire. Donc, par exemple, il utilise le mot « séparer » et non « diviser », parce que c'est bien un objet géométrique et non un nombre. Mais quand même, il y a des éléments qui sont manquants. En fait, il ne précise pas sur quel tiers le triangle équilatéral est construit. Donc, il dit on va se séparer au tiers, mais il n'indique pas que c'est le tiers du milieu, parce que le triangle équilatéral pourrait très bien se retrouver sur le côté du côté, justement. Et finalement, il ne parle pas non plus du côté qui est effacé pour construire, pour s'intéresser uniquement au périmètre. Pour ce qui est des représentations. 2 minutes. Merci. Pour ce qui est des représentations, on voit vraiment qu'il y a plusieurs traitements qui sont faits dans le schéma, sans jamais qu'ils écrivent au tableau d'ailleurs. Donc, en fait, c'est les gestes d'éthique majoritairement concrets qui font en sorte que le discours est dans la représentation schéma. Donc, ces gestes créent des ponts entre les représentations verbales et schéma. Quand on analyse la prestation de Sam selon les regards séparément, on retrouve des lacunes. Par exemple, comme j'en ai parlé, sous le regard des explications orales, on observe que l'explication de la construction de la fractale n'est pas complète parce qu'il manque des éléments importants. Et dans l'ensemble de son oral, on voit pas bien la régularité qui est pourtant nécessaire à la construction d'une formule, en fait. On voit aussi des lacunes lorsqu'on analyse selon le regard sur l'aisance à communiquer. J'ai mentionné, il y a un rythme saccadé, il manque un verbe et aussi parfois dans son exposé, il cherche ses mots. Par contre, quand on étudie le croisement avec les autres regards, donc la gestuelle, les représentations et l'utilisation du tableau, on est en mesure de voir des gestes d'éthique majoritairement concrets. C'est d'ailleurs les gestes qui amènent une référence au schéma. Et finalement, on voit par exemple la posture de 3/4 face à la classe, ça donne envie à l'auditoire d'écouter. Donc finalement, son oral, il se tient malgré des lacunes dans chacun des regards. Alors, pour conclure, les exposés oraux visent à contribuer au développement des compétences professionnelles. Il y a celles qu'on a déjà mentionnées, communiquer à l'oral clairement et correctement dans la langue d'enseignement, mais il y a aussi d'autres qu'on a pu identifier principalement dans l'apport déclaré des étudiants.
Donc, il y aurait aussi des retombées sur les élèves du secondaire, puisque la qualité du langage de nos écoliers passe par celle de leurs enseignants. On a quand même noté quelques limites à notre recherche, principalement qu'avec nos données, on ne peut pas formuler une conclusion qui est généralisable sur l'apport des effectifs des exposés oraux, sur l'apport effectif des exposés oraux. Donc, on n'est pas non plus des spécialistes du français. Donc, pour analyser certaines composantes de l'aisance à communiquer, donc l'articulation, la prononciation et la syntaxe, il y a certainement des gens qui sont mieux qualifiés puis qui en auraient vraiment plus à dire que nous. Mais quand même, après avoir travaillé en profondeur avec notre cadre d'analyse, on pense sincèrement que les 5 regards sont applicables dans la formation orale de n'importe quelle discipline, en adaptant un peu principalement le regard sur les explications orales, et qu'il devrait pouvoir être réinvesti aussi à la formation continue en enseignement en mettant en place ce système d'exposés oraux. Merci.